Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021 pour cette nouvelle édition de Géopolitis. L'eau nous apparaît comme une ressource inépuisable, à tout le moins lorsqu'il suffit d'ouvrir un robinet. Pourtant, l'eau douce, cette eau si indispensable à la vie, est une ressource rare. Au sommaire, ces guerres de l'eau qui nous menacent, l'accès à l'eau potable, future source de rivalité et de tension entre les États. Il n'y a pas que Mexico, Bagdad ou Le Cap qui risquent d'en manquer. Même Londres, Barcelone sont menacés de pénurie. Près de 2 milliards d'individus n'ont toujours pas un accès direct à l'eau potable. L'eau insalubre tue davantage que toutes les guerres. Quand on ouvre le robinet, elle coule. Et la facture ne pèse finalement pas si lourd dans le budget des ménages. Chez nous, ici au nord en tout cas, on pourrait croire que l'eau est une ressource infinie, mais c'est une denrée rare. Quand on regarde la Terre, on la dirait pleine d'eau, mais les 97,5% de cette masse, c'est de l'eau salée. L'eau douce ne représente que le 2,5%, dont la plus grande partie est d'ailleurs figée sous forme de neige ou de glace. Saviez-vous qu'en un peu moins d'un siècle, nous avons multiplié par 3,5 la population mondiale, mais la consommation d'eau, elle, a été multipliée par 6. Alors qu'un habitant du Sahel, en Afrique, dispose de moins de 10 litres par jour, chaque Français en consomme en moyenne près de 150 litres, et un Américain du Nord, plus de 250 litres par jour. Saviez-vous qu'un habitant sur 3 n'a toujours pas accès direct à l'eau potable? C'est à la fois un marqueur et un facteur puissant des inégalités. L'eau impropre, insalubre, est aujourd'hui encore une des principales causes de mortalité dans le monde. Voilà ces quelques données utiles sans doute pour comprendre les enjeux de la gestion de l'eau. L'eau douce est une ressource très inégalement répartie. 9 pays détiennent à eux seuls 60% de toutes les réserves du monde. Mais être assis sur un château d'eau ne met pas ces puissances de l'eau à l'abri du danger. Certaines de leurs grandes métropoles se trouvent aujourd'hui déjà confrontées à de graves pénuries chroniques ou saisonnières. Plus d'une trentaine de pays sont menacés à terme par l'épuisement de leurs ressources, ce que les spécialistes appellent le stress hydrique. Ce grand arc de la soif traverse l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale. Le continent américain, l'Europe, l'Inde, la Chine, une partie de l'Océanie subissent déjà ou vont subir, elles aussi, dans un proche avenir, des pénuries. Les causes en sont multiples, souvent elles se cumulent. Réchauffement climatique, démographie, urbanisation galopante, industrialisation et pollution forment un cocktail potentiellement explosif. Il ne s'agit pas seulement de l'eau, mais aussi de l'impact social de ne pas avoir accès à une ressource de base. Et je pense, encore une fois, que cela va amplifier les inégalités de nos sociétés. Rarement, au cours de l'histoire, l'eau n'a été à l'origine de conflits, sauf peut-être la guerre des 6 jours en 1967, quand Israël faisait main basse sur le plateau du Golan. L'avenir pourtant s'annonce davantage conflictuel entre les États. Ainsi, des années de négociations n'ont toujours pas abouti entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, où s'achève la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. C'est le plus grand barrage d'Afrique. Tension aussi entre le Mexique et les États-Unis avec l'assèchement du fleuve Colorado. Au Moyen-Orient, les ouvrages réalisés par la Turquie sur les cours supérieurs du Tigre et de l'Euphrate impactent fortement la Syrie et l'Irak, jusque dans le delta du Tchad el arabe. L'immense barrage de Rogun au Tadjikistan, le plus haut du monde, est un motif de fâcherie avec l'Ouzbékistan. Avec les hauts plateaux du Tibet, la Chine occupe une position de force. Elle détient les clés du château d'eau qui alimente entre autres les bassins de l'Indus, du Gange, du Brahmapoutre et du Mékong. Près d'1 milliard d'habitants vivent dans ces régions.
Le Mékong illustre à la fois la nécessité et l'urgence d'une gouvernance internationale des grands fleuves. Autrefois, le niveau de l'eau dépendait des saisons. Maintenant, l'eau s'en va quand la marée est basse. Je crois que cela dépend de l'ouverture ou de la fermeture des barrages. Un comité de coordination avait été créé dans les années 50, auquel a succédé la Commission du fleuve Mékong. Elle regroupe les pays riverains, Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam. La Chine et le Myanmar n'y siègent qu'à titre d'observateurs. Les grands barrages réalisés en amont, en territoire chinois notamment, mais aussi au Cambodge, pèsent de plus en plus lourdement sur l'écosystème, bouleversé encore par l'extraction intensive de sable. C'est ainsi que le delta du Mékong, où vivent 20 millions d'habitants, le grenier aride du Vietnam, est désormais gravement menacé. Bonjour, Christian Breteau. Bonjour. Vous êtes professeur assistant à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Vous dirigez aussi la recherche au Geneva Water Hub. On en parlera tout à l'heure. Christian Breteau, on a vu quelques exemples. Est-ce que vous observez, vous, une montée des tensions autour de l'eau? Alors, il faut tout d'abord rappeler qu'effectivement, l'eau génère plutôt des dynamiques de coopération. Des rapprochements entre les États. Exactement. Néanmoins, on voit avec le changement climatique et l'augmentation des incertitudes qu'on va tout de même vers une augmentation des tensions et des rivalités autour de la gestion de l'eau. Et parmi les quelques exemples qu'on a survolés, quelles situations, quelles zones vous semblent les plus chaudes, les plus conflictuelles? Alors, conflictuelles, en tout cas des tensions fortes. On peut notamment citer 3 exemples. L'exemple du Tadjikistan avec le barrage de Rogun, également le cas de la mer d'Aral qui est très connu à cause de ce désastre écologique. On peut parler également du cas du Nil, avec la relation et la rivalité qui existe entre l'Égypte et l'Éthiopie autour du barrage de la Renaissance. Il n'y a toujours pas d'accord, des négociations depuis des années qui n'ont pas abouti. Ça coince, si je puis dire, à quel niveau? Alors, dans un monde idéal, les acteurs seraient autour de la table pour définir des solutions coopératives. Ma foi, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que l'eau, souvent, est au cœur en fait, d'enjeux géopolitiques, et aussi au cœur de discours d'hydro-hégémonie, d'hydro-nationalisme qui est produit entre les acteurs. Et vous vouliez citer un 3e exemple? L'Indus, effectivement, est un cas particulier avec des tensions très vives entre l'Inde et le Pakistan, notamment en regard du changement climatique. Et puis, on a vu l'exemple du Mékong tout à l'heure. Bon exemple ou mauvais exemple, le Mékong, en termes de gestion commune de l'eau? Alors, plutôt un bon exemple, puisque le Mékong connaît une commission internationale pour la gestion du fleuve, donc une coordination à l'échelle du bassin qui fonctionne très bien. Néanmoins, un bémol important, le fait que la Chine n'est pas partie prenante, enfin, est partie prenante en tant qu'observateur. Et donc, la Chine qui est payée amont, qui construit énormément de barrages. Néanmoins, on va dans la bonne direction, puisque la Chine a accepté récemment de partager ses données sur la gestion amont du fleuve avec la commission internationale. Et en préparation de cette émission, vous m'avez cité le fleuve Sénégal comme un exemple de coopération en matière de gestion d'un bassin fluvial. Oui, c'est un cas qui est exceptionnel, où on voit qu'on a un lien fort entre la gestion de l'eau à l'échelle du bassin et la stabilité régionale, avec notamment des mécanismes tout à fait innovants, tels que des clés de répartition financière entre coûts et bénéfices, ou alors la copropriété indivisible des barrages, c'est-à-dire que les États partagent la propriété des barrages. Ah, c'est-à-dire que ces États sont presque comme des enclaves diplomatiques qui appartiennent à tout le monde. Par exemple, là où il y a des ouvrages sur le fleuve, ça n'appartient pas à l'État, mais à tous les États riverains. À l'ensemble des États riverains, effectivement. Et on a une dépolitisation de la gestion, puisque c'est un opérateur indépendant qui va gérer l'infrastructure en tant que telle. Et puis, j'ai découvert aussi que le Gange, le fleuve Gange, avait acquis une personnalité juridique. Qu'est-ce que ça change au fond? Alors ça change tout. À partir du moment où un fleuve est doté d'une personnalité juridique, il a également des droits. Pendant longtemps, la gestion des fleuves s'axait essentiellement autour d'une perspective productiviste, utiliser l'eau pour produire quelque chose. Avec cette reconnaissance, l'eau, le fleuve, vient également à la table des négociations et peut négocier avec les hydroélectriciens ou les irrigants. Et puis, ce qu'il faut dire, peut-être, on aurait pu le dire en introduction, c'est que ces bassins fluviaux, c'est extrêmement important, puisque c'est là que se concentre la majorité de la population mondiale. Je crois que 40% de la population du monde habite au bord des fleuves. Effectivement, une pression extrêmement importante et une dépendance importante, notamment dans certaines zones, les zones arides. On parlait de l'Égypte. Le Caire dépend énormément du fleuve pour son approvisionnement. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants, Christian Breteau, sur la situation de ces grandes métropoles menacées d'assoiffement. On a beaucoup parlé du Cap, mais il y en a d'autres. C'est un sujet signé Mélanie Ohaillon, avec au montage Guillaume Fialip. On se retrouve juste après.
Au Cap, on prie pour que la pluie tombe. En mai 2017, la maire et les chefs religieux de la ville espèrent un miracle. Cette année-là, la deuxième ville d'Afrique du Sud faisait face à sa pire sécheresse depuis près d'un siècle. Les habitants se préparaient à affronter le fameux jour zéro, le jour où l'eau ne coulerait plus des robinets, révélant au passage de profondes disparités. Là, je fais la lessive. D'autres personnes possèdent des piscines et des pelouses, et moi, je n'ai pas de pelouse. Je pense que le décalage est énorme. Le Cap a obtenu depuis plusieurs sursis grâce aux restrictions et quelques épisodes de pluie. Mais jusqu'à quand ? Le spectre du jour zéro plane sur bien d'autres grandes villes du monde, et pas uniquement dans des régions arides. Une trentaine, selon le World Resources Institute, sont confrontées à un stress hydrique extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'elles consomment bien plus d'eau que leurs réserves. Comme ici, à Chennai, anciennement Madras, 15 millions d'habitants vivent en alternance de longues périodes de sécheresse suivies de terribles inondations. Mais les moussons ne suffisent pas à constituer des réserves en eau suffisantes. On pourrait citer encore Karachi au Pakistan et ses 15 millions d'habitants, Casablanca au Maroc, Mexico et ses 22 millions d'habitants, où depuis des années, les quartiers les plus pauvres sont approvisionnés par camions-citernes. Une cuve d'eau par famille, ici, dans cette communauté, c'est très peu. Très peu, car parfois, il y a des familles de 7, 8 ou 9 personnes dans une maison. L'Europe aussi est menacée par le stress hydrique. Madrid, Barcelone et même Berlin et Londres. Et puis Rome, durement touchée par la sécheresse de l'été 2017, avait dû assécher ses magnifiques fontaines qui alimentent le Vatican et la place Saint-Pierre. D'ici 2030, selon les Nations Unies, le manque d'eau affectera près de 40% de la population mondiale. Christian Breton, on a évoqué le stress hydrique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est un indicateur qui est simplement basé sur le rapport entre prélèvement d'eau et disponibilité de la ressource en eau. Donc c'est un indicateur qui permet de mesurer la pression sur le système hydrique et son évolution dans le temps. Ça veut dire que, par exemple, des villes utilisent plus d'eau chaque année que leurs réserves en possèdent. Sur le bilan total, oui, effectivement, sur le c'est bilan des total. Prélèvements dans le stock d'eau qui sont trop importants. D'accord. Et donc, les stocks ne sont pas renouvelés, en fait. Exactement. Si on parle des nappes phréatiques, etc. Tout à fait. C'est ça, le stress hydrique. OK. Et puis, les frappants, on l'a vu dans ce sujet, on a entendu cette dame, là, dans un bidonville du Cap, de voir à quel point l'accès à l'eau révèle, ou voire même accélère les inégalités, non ? Oui, évidemment, si le stress hydrique augmente, on a les rivalités d'usage qui vont être cristallisées. Avec, si on l'a très bien vu pour le Caire, des situations qui diffèrent énormément entre des quartiers plutôt bien dotés, plutôt bourgeois, qui ont évidemment un accès privilégié et qui ont des moyens pour pallier la sécheresse, et les townships qui, eux, sont très mal raccordés. Donc évidemment, le stress va augmenter ces rivalités et aussi cristalliser parfois des déséquilibres ou des inégalités d'accès. Si vous étiez maire de Mexico ou maire de Bagdad, qu'est-ce que vous feriez pour assurer l'alimentation en eau potable pour tous ? Alors, je dirais qu'il y a différents leviers d'action qu'il faut mobiliser en même temps. Il y a un premier levier d'action qui est la prévision. Essayer d'anticiper le changement climatique avec notamment la construction d'infrastructures par rapport, par exemple, des nouveaux bassins de rétention. On peut également agir sur l'aménagement urbain, travailler pour éviter que l'eau qui s'écoule ruisselle et quitte le périmètre, et plutôt essayer qu'elle recharge les nappes phréatiques à travers des techniques d'infiltration. Le troisième levier, c'est la qualité des infrastructures. On voit que dans ces métropoles, souvent la qualité des infrastructures est très mauvaise, avec des taux de fuite, par exemple à Rome, qui s'augmentent presque à 50%. Donc ça veut dire que toute l'eau est distribuée dans les tuyaux, il y a la moitié qui est perdue. Exactement. Donc là, on a un levier d'action extrêmement important pour agir rapidement. Malgré tout, néanmoins, c'est des infrastructures qui coûtent extrêmement cher et il faut encore avoir les capacités financières pour pouvoir le faire. Et la quatrième ? Et le dernier levier, je dirais que c'est le comportement individuel. Ouais. Donc travailler sur l'information, sur la sensibilisation pour changer les comportements vis-à-vis de la consommation de la ressource. Il a fallu attendre 2010 pour que les Nations Unies déclarent l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental.
Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça change là aussi? À nouveau, ça change énormément de choses. Déjà, on peut s'étonner qu'il ait fallu attendre 2010 pour que ce droit soit reconnu, ce qui est relativement tard. Et d'autre part, ça change beaucoup parce qu'on se dote d'un instrument juridique en plus pour lutter contre les inégalités d'accès à la ressource en eau. Donc à partir du moment où on formalise ce droit, les arbitrages sont produits différemment et les négociations, le poids dans les négociations change également dans la priorisation de l'eau comme un droit essentiel pour l'être humain. Et donc, pas seulement pour les États, mais là, ça se joue aussi au niveau des individus. Au terme... Exactement, une reconnaissance du droit individuel. On va dire quand même un mot de l'eau en bouteille. Alors, on ne va pas accabler ici Nestlé, Danone, Coca-Cola, mais c'est quand même un problème, non? Si cette eau en bouteille, si son prix est multiplié par 10 ou par 100. Alors évidemment, la privatisation non contrôlée peut avoir des effets extrêmement néfastes, notamment sur le prix de l'eau et du mètre cube d'eau, vous le soulignez très justement. Néanmoins, j'aurais une perspective un peu plus nuancée peut-être en disant que le secteur privé peut également amener beaucoup face aux défis posés par la sécurité hydrique, notamment en termes d'investissement dans les infrastructures où les deniers publics ne sont plus aussi bien dotés qu'il y a 60, 70 ans. Toutefois, l'eau est une ressource particulière, évidemment, c'est un bien commun de l'humanité, et il faut un pilotage public très serré sur l'interaction avec le secteur privé. C'est-à-dire que les contrats qui sont passés doivent être très encadrés et très surveillés par la force publique. Et puis on a vu des villes, je crois, c'est le cas de Paris, dont le système de distribution d'eau était privé et a repassé en main publique. Il y a plusieurs exemples. Oui, on a plusieurs exemples actuellement des services de l'eau qui ont été remunicipalisés, notamment avec des pressions très fortes de la société civile. On l'a dit au début de cette émission, vous dirigez la recherche au Geneva Water Hub. Vers quoi sont orientées vos recherches et avec quels objectifs? Alors, le Geneva Water Hub, c'est un centre de l'Université de Genève à l'interface entre sciences et politique. C'est-à-dire qu'on produit à la fois des activités d'enseignement et de recherche autour des questions hydropolitiques, mais l'on mène également un plaidoyer pour valoriser le rôle de l'eau dans l'agenda de la paix et de la coopération. Comme un instrument de paix. Par exemple, mais quelles sont actuellement vos recherches? Alors, on travaille à différentes échelles. On travaille à la fois sur un plaidoyer global, politique. On a réussi, par exemple, à susciter des discussions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies traitant de ces questions de eau comme instrument de paix et de sécurité. Évidemment, avec des partenaires, pas seuls, mais on a été partie prenante de ces initiatives-là. On travaille également à des échelles beaucoup plus régionales. En ce moment, par exemple, sur le Sahel, où on voit qu'il faut valoriser l'eau comme un vecteur de coopération. Et ça, ce n'est pas forcément la préoccupation principale des forces armées qui sont en présence sur le terrain. Merci Christian Breteau. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Geopolitis. À bientôt. À bientôt, merci. De la bonne gestion de l'eau dépend la santé de centaines de millions de gens. Un habitant sur 3, on l'a dit, n'a pas accès à de l'eau potable, avec toutes les conséquences que l'on sait en termes de maladies et de contamination. C'est notre rubrique Mais encore, Laurent Bourcalter avec au montage Thomas Moisson. Qui oserait boire cette eau, à part les chèvres? Ici en Éthiopie, des humains. C'est de l'eau sale et les gens la boivent. Cela va avoir un impact sur leur santé, ils vont tomber malades, car ils boivent l'eau du même marais où le bétail vient déféquer. À des milliers de kilomètres de là, en Inde, le problème est le même. Ritu et sa mère n'ont pas d'autre accès à l'eau que cette rivière à moitié asséchée, ainsi qu'un puits insalubre. Pour filtrer l'eau, elles utilisent leur sari, insuffisant pour les protéger des bactéries et autres polluants. J'ai de plus en plus de problèmes de santé avec cette eau. Des infections de la peau, des maux de ventre, de la fièvre. J'utilise l'eau pour boire, pour cuisiner et laver la vaisselle. Nous avons un grand besoin d'eau propre, nous serions en meilleure santé et moins souvent malades. Comme Ritu et sa famille, une personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à de l'eau salubre, selon un rapport de l'ONU datant de 2019. Sa consommation entraîne la transmission de maladies comme la diarrhée, le choléra, la typhoïde et l'hépatite A. Près d'1 million de personnes en meurent chaque année. Dans les pays les plus pauvres, l'eau insalubre est la cause de 10% des décès. Au Tchad, la mortalité due à l'eau se rapproche même des 15%.
Le manque d'eau salubre et l'accessibilité aux latrines est même plus mortel que les séismes ou les guerres, comme on le voit sur ce tableau. Malgré tout, des progrès ont été réalisés ces dernières décennies. En 2010, 2 fois plus de personnes qu'aujourd'hui mouraient des suites de la consommation d'eau impropre. Et, depuis l'an 2000, la part de la population mondiale pratiquant la défécation en plein air a été réduite de moitié, passant de 21 à 9%. Mais en Afrique subsaharienne, les chiffres repartent à la hausse à cause de la croissance démographique et des centaines de milliers d'enfants meurent encore chaque année de diarrhée, contre laquelle il existe pourtant des traitements efficaces et peu coûteux. C'était un chantier pharaonique, 9 ans de travaux, un chantier symbolique pour l'Égypte des années 60. Le barrage d'Assouan, l'un des plus grands du monde à l'époque, devait participer à la modernisation du pays que dirigeait alors le colonel Nasser. Une équipe de la télévision suisse romande s'était rendue sur place en Égypte en 1966, 5 ans avant l'inauguration. Regardez. 3 des 12 turbines sont en cours d'installation. Elles fonctionneront l'an prochain avec une pression initiale de 500 000 volts. Tout est prêt pour acheminer l'énergie, 9 milliards de kilowattheures, à travers les sables. Le chantier représente 50 km². En dépit de cette étendue, le carrousel des camions lourds est partout ininterrompu. 25 000 ouvriers et surtout 3 000 ingénieurs et techniciens qui s'y coudoient depuis le printemps de 1960. Ces porteurs de seaux et de piquets, ces ouvriers et ces manœuvres innombrables, ce sont de petits paysans nubiens de la Haute-Vallée. Ils durent construire les pyramides, mais le barrage leur vaut pour la première fois un salaire. Assouan, la nuit. Assouan, c'est le grand défi. Défi d'abord à la description, ce chantier le plus énorme qui fut jamais. On y travaille en 3 équipes, 3 fois 8 heures, sous le soleil et sous les projecteurs. On édifie la Grande Muraille d'Égypte, 5 km de long, 45 millions de mètres cubes, 17 fois le volume de la Grande Pyramide de Khéops, plus de 5 milliards de francs pour régulariser définitivement les crues du Nil, accroître de moitié les revenus de l'agriculture et, grâce à l'énergie électrique, doubler la production industrielle. Voici encore quelques pistes à suivre chez vous pour prolonger cette émission. Je vous invite à aller voir sur le site du Geneva Water Hub. Christian Breteau, que nous avons accueilli aujourd'hui, en est le directeur des recherches, avec l'objectif de prévenir les conflits et promouvoir l'utilisation de l'eau comme un instrument de paix. Utile et intéressant aussi, cette géopolitique de l'eau. L'auteur David Blanchon dresse un état de la situation pour éviter de futurs conflits. Il préconise une nouvelle culture de l'eau. L'ouvrage est paru aux éditions Le Cavalier Bleu en 2019. Nous avons aussi consulté cet atlas de l'eau du Courrier international avec de multiples entrées, infographies, géopolitique, eau en bouteille, désalinisation, risques climatiques et sanitaires, tout y est ou presque. C'est paru au mois de septembre dernier. Enfin, ce documentaire produit par la chaîne Arte, La ruée vers l'or bleu. Bientôt, dans 2 ou 3 décennies, un quart des habitants de notre planète aura à subir des pénuries, de quoi attiser les convoitises des fonds d'investissement et des spéculateurs. Extrait. Pour sauver l'humanité, le monde de la finance veut imposer sa révolution. Augmenter le prix de l'eau et créer des marchés, comme celui du pétrole. L'eau tombe du ciel, elle doit donc être gratuite. Quand j'entends ça, je réponds, les diamants aussi tombent du ciel, et ils ne sont pas gratuits. C'est un produit financier comme un autre. Nous sommes juste au début de la révolution financière de l'eau.
Voilà, merci de votre intérêt et de votre fidélité. Géopolitis vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la RTS et sur les chaînes de notre partenaire TV5 Monde, grâce à qui vous pouvez nous suivre à Casablanca, par exemple. Une belle semaine à vous toutes et tous. À bientôt.